et bienvenue. Je m'appelle Sophie Lemaître et avec le podcast Sophie au pays des possibles, je vous emmène à la rencontre de femmes et d'hommes aux parcours et horizons différents. Leur point commun ? Combattre la corruption et l'évasion fiscale pour un monde meilleur, plus juste et plus éthique. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement de rêver d'un autre monde et parce qu'il est possible de changer les choses, rejoignez-moi au pays des possibles. Bienvenue dans un nouveau numéro du hors-série Corruption et. Et aujourd'hui, nous allons parler de corruption et de sport. Alors vous allez me dire, mais Sophie, la corruption dans le sport ? Enfin, le sport, c'est associé à l'esprit sportif, au travail d'équipe, au dépassement de soi, au respect, à l'intégrité, pas du tout à la corruption. Et pourtant, ces dernières années, de multiples scandales de corruption ont écorné l'image du sport. Je pense par exemple au FIFA Gate, c'est-à-dire à l'affaire de corruption à la FIFA qui est apparue au grand jour en 2015, ou encore à la condamnation en décembre 2022 pour corruption à 2 ans de prison avec sursis du président de la Fédération française de rugby. À quelques mois de l'ouverture des JO Paris 2024, et alors que les locaux du comité d'organisation et des agences chargées des cérémonies d'ouverture ont été perquisitionnés les 18 et 19 octobre 2023 dans le cadre d'une enquête menée par le Parquet national financier, et que d'ailleurs plusieurs enquêtes sont en cours depuis 2017 et 2022, on peut se poser la question suivante, la corruption dans le sport, mythe ou réalité ? Réponse avec Pim Verschuren. Bonne écoute. Bonjour Pim Verschuren, bienvenue. Pourriez-vous vous présenter ? Bonjour, je suis donc Pim Verschuren, je suis enseignant-chercheur à l'université de Rennes 2 et je travaille sur les questions d'intégrité et de gouvernance du sport, surtout au niveau international. Alors j'ai vu que vous travaillez sur ces sujets-là depuis plus de 10 ans, sur ce lien entre corruption et sport. Vous parliez d'intégrité et de bonne gouvernance, mais qu'est-ce qui a fait que vous êtes intéressé à ce sujet ? Ce n'est pas commun. Non, c'est pas commun, mais pourtant ça défraie de nombreuses fois la chronique. On voit beaucoup de scandales, d'événements, de sujets, de controverses médiatiques. Surtout, j'ai envie de dire, depuis le début des années 2010, il y a eu plusieurs scandales liés à l'intégrité des compétitions, de dopage, de manipulation liées aux paris sportifs, des scandales liés aux pots de vin, notamment des fédérations internationales. On pense à la FIFA, mais pas que, il y a de nombreuses fédérations qui ont été touchées ces dernières années. Aussi des scandales autour des événements comme les Jeux Olympiques ou les Coupes du Monde. Et c'est ça un peu qui a animé le début de ma carrière de chercheur et qui m'a poussé progressivement, au gré des projets de recherche, au gré des sollicitations, à me spécialiser sur cette question de l'intégrité de la gouvernance du sport et qui en fait est un sujet assez vaste et où je peux amplement déployer différentes méthodes de recherche et des questions qui vont aller interroger comment ces formes de corruption, de violence, de triche peuvent se développer et aussi comment est-ce que les autorités en charge, privées ou publiques, peuvent lutter contre ces différentes dérives, prévenir et lutter contre une fois qu'elles sont détectées. Voilà, donc il y a de nombreux sujets que je peux investiguer et qui sont aujourd'hui finalement peu investigués par la recherche scientifique. Elles sont beaucoup abordées par les médias, ponctuellement au gré des scandales, mais peu vraiment approfondies par les chercheurs. Donc c'est là où mon travail s'inscrit. D'ailleurs, pour moi, quand je pense au sport, et c'est peut-être la même chose pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, on va plutôt penser à la discipline, à la performance, l'esprit d'équipe, voire même l'esprit sportif, l'exemplarité. On n'y associe pas forcément la corruption, et vous l'avez mentionné, les différents scandales dont on a parlé dans les médias ces dernières années. Qu'est-ce qui explique que le sport est touché par la corruption ? Est-ce qu'il y a des causes principales ou des facteurs qui sont à l'origine de cette corruption dans le sport ? Alors, je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui permettent, qui favorisent la corruption, comme la corruption dans le milieu économique ou politique. C'est, je dirais, un terreau général qui est fertile à des pratiques de corruption. Il y a plusieurs facteurs spécifiques au sport qui, je pense, peuvent être particulièrement favorables. Le fait déjà qu'il y a beaucoup d'argent qui circule, bon, c'est pas propre au sport, mais on le voit dans les montants des transferts, dans les budgets des clubs, dans les retombées des droits télé sur les grands événements sportifs, notamment internationaux. On voit qu'il y a beaucoup d'argent qui circule. L'autre facteur, c'est la régulation du secteur sportif qui est, je pense, on peut le dire, défaillante, qui n'est pas à même de vraiment réguler ces montants astronomiques et les faits de corruption parfois très sophistiqués qui peuvent se développer dans le milieu sportif.
Donc ça, c'est le deuxième facteur, des problèmes de régulation en plus de l'argent. Et puis ensuite, je crois qu'il y a aussi un problème un peu plus, on va dire, symbolique, qui est lié à la place très grande qu'occupe le sport dans nos sociétés. Et ça, je pense que c'est une particularité par rapport à tous les secteurs, même les secteurs commerciaux, économiques ou politiques. Eh ben, c'est que l'identification que l'on peut avoir envers les équipes, envers les clubs, les délégations nationales, les équipes nationales qui participent aux compétitions, cela va, je pense, nuire ou empêcher ou rendre plus difficile le travail des enquêteurs pour détecter, donc il y a des formes d'omerta très fortes dans le milieu sportif, mais aussi pour les enquêtes, une fois que l'on a des informations qui sont sorties du milieu sportif, pour enquêter dessus, pour accumuler des preuves de façon confidentielle et progressivement monter un dossier qui pourra ensuite être éventuellement porté en justice. Et bien pour les services de police avec lesquels j'ai pu m'entretenir dans le cadre de mes recherches, il m'indique souvent que c'est plus difficile de travailler dans le milieu du sport que dans d'autres milieux, parce que justement, il y a des intérêts politiques, économiques extrêmement forts, des questions d'identification envers des athlètes, des dirigeants, des équipes, qui rendent plus difficile pour les policiers le travail de terrain pour prouver la corruption. Et Dieu sait que prouver la corruption, c'est très difficile, mais encore plus dans ces conditions extrêmement sensibles, hyper médiatisées que recèle le sport quotidien. Alors, est-ce que vous pourriez élaborer un peu plus sur ce point? Parce que je fais le parallèle avec le monde politique et la corruption en politique. Il y a 20 ans, 30 ans, on n'imaginait même pas pouvoir voir un homme ou une femme politique condamné pour corruption. Et là, à l'heure actuelle, on a eu par exemple l'affaire Balkany. On a Nicolas Sarkozy, ancien président de la République française, qui a été condamné pour corruption. Il y a d'autres procès qui sont à venir. Donc voilà, la politique, c'est un sujet sensible. Il y a des intérêts aussi économiques puissants qui sont liés à la politique. Et vous disiez que dans le sport, c'était sensible d'un point de vue économique et politique, mais finalement, qu'est-ce qui le différencie de la vie politique où il y a 20 ans, on n'aurait jamais imaginé poursuivre un ancien président de la République et pourtant on le fait. Donc, est-ce qu'il y a des barrières? Est-ce qu'il y a une autocensure? Est-ce que voilà, vous auriez des éléments à nous détailler là-dessus, ce qui explique ce tabou, ce frein à enquêter sur ces affaires de corruption dans le sport? Il y a certainement des parallèles avec les évolutions que l'on peut avoir dans le milieu politique et aujourd'hui peut-être qu'il est un peu plus facile d'enquêter sur la corruption et la triche dans le sport que ce ne l'a été il y a 20 ans. Déjà parce qu'il y a des services de police maintenant qui se dédient à ce sujet, donc qui se spécialisent, qui ont des connaissances, qui ont des contacts au niveau transnational et qui vont avoir donc des meilleures capacités, une meilleure expérience pour investiguer la corruption, un peu comme dans le milieu politique. Par contre, une différence peut-être, c'est que autant le milieu politique est traversé par des partis, des camps, des idéologies, autant le milieu sportif a cette spécificité à ce qu'il est transversal au niveau sociétal et qu'une équipe nationale, on pense en France bien sûr à l'équipe de France championne du monde en 98 ou l'équipe de France championne du monde de football en 2018 ou d'autres, la délégation aux Jeux Olympiques, qui là va traverser les classes sociales, les partis, toutes les différences culturelles qu'il peut y avoir entre les citoyens. Et peut-être qu'il y aura une identification collective encore plus forte envers l'équipe nationale qu'envers tel homme ou femme politique ou tel parti. Donc c'est peut-être une différence, mais globalement, vous avez raison, je crois qu'il y a les progrès que l'on trouve sur la lutte contre la corruption dans le milieu politique, on l'a certainement dans le sport, même si le milieu sportif reste encore, comme dans le milieu politique ou les milieux de la finance par exemple, un milieu très particulier qui a de nombreux facteurs favorables à la corruption et où cela reste compliqué de prouver des comportements délictueux, des comportements de corrompus ou de corrupteurs. Donc je pense qu'on peut voir les deux côtés de la question. Dans le fait qu'il y ait peu d'enquêtes, est-ce que c'est quelque chose qui est propre par exemple à la France ou c'est vraiment une tendance qu'on voit à travers le monde, le fait qu'on n'enquête pas nécessairement sur la corruption dans le sport? Non, il y a beaucoup de différences entre les pays. Il y a peu de pays qui ont vraiment des services de police, des services de police judiciaire, qui vont pouvoir monter des enquêtes sur des phénomènes de corruption qui vont toucher par exemple le sport international, les pots de vin pour les compétitions ou les contrats audiovisuels à l'échelle internationale. La France en fait partie de ces quelques pays qui ont pu ces dernières années engager des procédures contre des dirigeants internationaux. C'est peut-être même, j'ai envie de dire, le seul pays avec les États-Unis qui peut aujourd'hui se targuer d'avoir mené des procédures à bout, et notamment le procès de l'ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme, qui s'appelait Lamine Diack, qui est mort il y a peu de temps, mais avec les révélations autour du scandale de dopage en Russie,
des éléments de preuve de corruption au sein de l'athlétisme international ont été donnés au PNF, au Parquet national financier, qui lui a permis de monter une procédure judiciaire et d'aboutir à un procès. Donc voilà, la France a un arsenal juridique et des compétences également d'enquête, des compétences judiciaires qui lui permettent aujourd'hui d'avoir effectivement des enquêtes abouties sur des phénomènes de corruption à l'échelle internationale, alors qu'il n'y a que les États-Unis aujourd'hui qui avaient pu aussi mener ce type d'enquête. Donc voilà, il y a très peu de pays aujourd'hui qui peuvent le faire. Et dans beaucoup de pays, voilà, ils vont plutôt se cantonner à des phénomènes de corruption dans le sport national, j'ai envie de dire, même si c'est très difficile et ça reste rare, mais surtout pas au niveau international. Donc il y a vraiment peu de pays qui ont ces compétences-là. Avant que vous nous disiez quelles sont les formes de corruption qui existent dans le sport, pourriez-vous revenir sur les défaillances institutionnelles que vous mentionniez? Tout à l'heure, quand je vous ai posé la question des principales causes, des principaux facteurs, vous avez mentionné la régulation et les défaillances institutionnelles du sport. Pourriez-vous nous en dire plus sur ces défaillances? Qu'est-ce qui explique que ces défaillances induisent de la corruption? Disons que comme le milieu économique autour du sport, et je pense notamment en France au football professionnel, mais là je parle surtout à l'échelle internationale, à l'échelle globale, on voit que ce sont des milieux économiques qui sont résolument transnationaux et comme d'autres secteurs économiques qui vont utiliser de nombreuses transactions internationales, où on va avoir des sociétés qui vont être hébergées dans des juridictions dites offshore, donc difficiles d'accès pour les enquêteurs, eh bien forcément la régulation va être plus difficile. C'est une première réponse générale. L'autre spécificité du sport est que le sport est aujourd'hui régulé par des associations privées, donc à but non lucratif, comme la FIFA dans le football, l'UEFA dans le football, et toutes les fédérations internationales, comme la Fédération internationale de natation, la Fédération internationale d'équitation, etc., etc. Et ces fédérations sont donc des associations et ne sont pas habilitées, n'ont pas les prérogatives de la puissance publique, ne vont pas pouvoir faire des arrestations, faire des écoutes, mener des enquêtes sur les transactions financières. Et donc, ce sont elles pourtant qui doivent vérifier, par exemple, le marché des transferts, la probité au sein des cercles politiques du sport, au sein des clubs et au sein des comités régionaux et nationaux des fédérations nationales ou des fédérations internationales. Et donc finalement, ces fédérations, ces organes qui régulent le sport aujourd'hui, n'ont ni le statut, ni les compétences, ni l'expérience pour détecter, enquêter et puis ensuite prouver des phénomènes de corruption transnationale qui, on le sait, sont toujours complexes à pouvoir objectiver. Donc c'est déjà, je pense, le premier facteur au niveau de la régulation qui fait qu'il y a une zone de défaillance, je pense, à l'échelle internationale. L'autre facteur, c'est que les autorités publiques ne sont pas organisées à l'échelle internationale sur la régulation du secteur sportif. Autant sur beaucoup de sujets liés aux activités humaines, on va pouvoir avoir une organisation onusienne ou des services de police, Interpol ou transnationaux qui vont essayer de coopérer. Sur les questions sportives aujourd'hui, il y a peu d'implication des États pour surveiller le comportement, la régulation des autorités sportives privées internationales. Je pense donc aux fédérations que j'ai déjà citées ou au Comité olympique international qui a la propriété des Jeux olympiques. Et donc cela aussi, ça fait qu'il y a une sorte d'autonomie qui est d'ailleurs revendiquée par ces instances sportives privées et que cette autonomie fait qu'elles sont assez démunies. Non seulement elles n'ont pas la compétence, comme j'ai dit, ni le statut pour prouver et lutter contre la corruption, mais en plus les États ne sont pas aujourd'hui amenés à participer à cette lutte. Donc là aussi, je pense que ça atteste d'une certaine défaillance dans la régulation du sport international. Je pense que c'est les angles spécifiques qu'il faudrait arriver à régler si on voulait vraiment améliorer l'intégrité du sport international. Et du coup, quelle forme de corruption retrouve-t-on dans le sport? Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples? Il y a de nombreux exemples, comme dans le milieu politique et économique, il y a plein de formes de corruption qu'on a pu voir ces dernières années. Bien sûr, il y a la corruption dite traditionnelle, où pour attribuer des contrats, mais aussi des compétitions sportives, le droit d'un pays ou d'une ville à organiser tel championnat du monde ou tel Jeux olympiques ou tel événement multisport, il va y avoir des pots de vin qui sont donnés pour que les votes qui vont attribuer donc ces compétitions à un tel pays ou telle ville vont être fléchés. Donc là, une corruption, j'ai envie de dire, assez traditionnelle, institutionnelle. Il y a d'autres formes de corruption qui peuvent avoir aussi lieu sur le terrain sportif en tant que tel, où on va essayer de manipuler le cours naturel d'une rencontre sportive. Et ça, c'est un cas de corruption que l'on connaît en France depuis l'affaire OMVA, lorsque le club de Marseille de football, pour se reposer à quelques jours d'une finale de Coupe d'Europe,
avait acheté plusieurs joueurs de l'équipe de Valenciennes qu'ils affrontaient en championnat de France pour que les joueurs de Valenciennes lèvent le pied et laissent Marseille gagner sans trop de difficultés pour que les joueurs ne soient pas trop fatigués pour cette finale européenne qui arrivait quelques jours ensuite. Ça, c'est une forme de manipulation de la rencontre sportive liée à des enjeux sportifs. On souhaite ensuite gagner des compétitions, ou on souhaite se qualifier pour tel championnat supérieur ou pour telle Coupe d'Europe, ou on souhaite éviter la relégation dans un championnat inférieur en fin de saison. Ça, c'est quelque chose d'assez classique. Mais on a une nouvelle forme de manipulation de rencontres qui s'est développée ces 20 dernières années. C'est celle liée aux paris sportifs. Comme nous avons en parallèle un secteur des paris sportifs, là aussi transnational, qui s'est développé dans un champ de non-régulation, dérégulé, sans contrôle étatique, ni même au niveau international ni national, il y a de nombreux corrupteurs qui en ont profité pour manipuler des rencontres et ensuite aller parier sur le score prédéterminé finalement sur les sites de paris sportifs et donc empocher des gains très importants et aussi facilement parce que c'est assez facile d'aller rencontrer, relativement facile j'ai envie de dire, tel tennisman ou tel joueur de handball ou de basket ou de foot, lui demander de lever le pied sur la première mi-temps ou sur le deuxième set pour un match de tennis ou sur le match en général, surtout si le match n'est pas très important au regard de la carrière ou du championnat en question. Donc ensuite d'aller parier sur le score que l'on a réussi à prédéterminer. Donc ça, on a eu de nombreux cas de corruption sur le terrain sportif dans beaucoup de disciplines, beaucoup de pays, beaucoup de niveaux de compétition, des compétitions masculines, féminines. Et ça a été vraiment une alarme pour les autorités sportives qui ont été dépassées, surtout à la fin des années 2000, début 2010, et qui ont dû mettre en place des politiques assez avancées pour détecter, prévenir ces formes de manipulation qui sont assez perverses parce qu'elles vont miner un peu la confiance qu'a le public envers l'intégrité des compétitions et surtout l'incertitude du résultat. Et si tant de gens se connectent ou allument leur télévision pour regarder telle compétition ou tel match, c'est parce qu'il y a une imprévisibilité des résultats, du cours naturel de la compétition. Et si les compétitions sont manipulées pour les paris sportifs ou manipulées par du dopage, c'est aussi quelque chose qui se passe, eh bien c'est toute l'économie finalement du sport, celui qui fait finalement toute la richesse du sport aujourd'hui, les milliards d'euros de droits télé dépensés chaque année, c'est cette incertitude qui est remise en cause dès lors que des scandales de manipulation sur le terrain sportif se multiplient. Et donc là, c'était vraiment un enjeu de crédibilité et de légitimité du sport à laquelle il a fallu répondre très rapidement autour des années 2010. Merci beaucoup pour ces différents exemples et ces différentes formes de corruption. Est-ce qu'il y a une affaire qui vous a marqué, une affaire en particulier de corruption par sa dimension, son ampleur ou bien par l'ingéniosité, l'originalité des pratiques de corruption? Et si oui, est-ce que vous pourriez nous en parler? Le sport regroupe tellement de pays, tellement de contextes, tellement de situations, tellement de disciplines différentes et que la manipulation, notamment liée au paris sportif, cette forme de corruption du jeu sportif, a tellement envahi l'ensemble du champ sportif qu'on a de multiples cas. Il y a un cas qui est assez, j'ai envie de dire, emblématique de l'ingéniosité des corrupteurs et qui montre aussi l'ampleur du phénomène et sa dangerosité. C'était le cas d'un match amical au football, un match international, entre la sélection du Bahreïn et la sélection du Togo. C'est un match qui a eu lieu en 2010. Or, il s'avère que le lendemain du match, lorsqu'on a appris le score final, 3-0 pour le Bahreïn, l'équipe du Togo, la sélection nationale de football du Togo, qui était d'ailleurs une grande équipe à l'époque, qui avait été qualifiée pour la Coupe du Monde en 2006 en Allemagne, l'équipe du Togo était en entraînement au Togo et apprenait sa défaite, sa propre défaite au Bahreïn la veille au soir, 3-0. Il y a ensuite eu une enquête, bien sûr, parce qu'il s'avérait que l'équipe du Togo n'était pas présente au Bahreïn. Et ce qui s'est avéré, c'est qu'un corrupteur issu de Thaïlande a contacté la fédération de Bahreïn de football en disant « Je vous propose un match amical, je suis un agent qui représente plusieurs sélections internationales et je peux représenter l'équipe du Togo qui est prête à venir au Bahreïn vous affronter pour un match amical. » Comme l'équipe du Togo, j'ai dit, a été une équipe assez forte à l'époque, la sélection du Bahreïn était contente qu'il y ait un match amical avec le Togo qui accepte de venir au Bahreïn et donc accepte l'offre, sachant que un match amical international, ça procure des recettes liées aux droits télé et du sponsoring, donc c'est pas anodin. Donc l'équipe du Bahreïn accepte l'offre de cette agence sportive qui organisait des matchs internationaux. Et une fois que l'acceptation a été reçue par cet agent thaïlandais,
Cet agent thaïlandais a demandé à une équipe lambda d'Afrique de représenter le Togo. Donc, leur a donné des maillots jaunes représentant donc la couleur nationale du Togo. Et le match a eu lieu officiel, estampillé match amical FIFA international. Le match a été repris par les opérateurs de paris sportifs et cet agent, bien sûr thaïlandais, a pu demander à de nombreux parieurs clandestins, des acolytes, des complices, de parier pour lui sur la défaite 3-0, puisqu'étant donné que l'équipe qui représentait le Togo sur ce match-là n'était en fait pas du tout des joueurs professionnels du Togo, mais étaient des joueurs corrompus qui avaient accepté de manipuler la rencontre, de laisser le Bahreïn gagner 3-0. Et donc on a des images aujourd'hui que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur YouTube, où vous voyez 3 buts complètement loufoques, une équipe du Togo entre guillemets bien sûr, qui est complètement dépassée, qui n'est pas au niveau de l'équipe du Bahreïn, alors que l'équipe du Bahreïn n'était pas non plus une équipe très forte à l'époque. Donc vous voyez ce cas assez emblématique de l'ingéniosité et aussi du manque de régulation, à savoir que quelqu'un peut se présenter comme un agent sportif, contacter des fédérations nationales et négocier des matchs, des tournois, et on a eu beaucoup d'exemples de ce type qui ont permis donc à ces corrupteurs de s'enrichir très facilement et sans risque d'être attrapés. Et derrière, ça a été impossible. Il n'y a pas de service de police qui s'est mobilisé finalement là-dessus, parce que vous voyez qu'il y a de nombreuses juridictions qui sont impliquées. Un match international entre le Bahreïn et le Togo, avec un agent thaïlandais qui va avoir une société d'organisation de matchs qui va être enregistrée dans un autre pays, des paris sportifs, parce que finalement l'escroquerie est aussi au niveau des paris sportifs, les opérateurs qui ont été escroqués, des opérateurs qui sont placés dans de nombreuses juridictions. Donc là aussi, vous voyez qu'il y a une difficulté à objectiver le fait de corruption et à le placer dans une juridiction donnée et à responsabiliser un service de police qui devrait être en charge donc de l'enquête et du procès à terme. Je pense que c'est un cas qui est vraiment emblématique de la dangerosité et de la difficulté de lutter contre ces phénomènes de corruption, qu'ils aient lieu d'ailleurs sur le terrain ou dans les arcanes du sport international. Cette histoire elle est quand même incroyable. C'est difficile d'imaginer que c'est possible et qu'il y ait quelqu'un qui a réussi à faire ça, c'est quand même assez exceptionnel et effrayant en fait, d'entendre qu'il est aussi facile d'usurper une équipe de foot comme celle-là. Je veux juste préciser aussi que depuis cette affaire, la FIFA a modifié un peu le règlement des matchs amicaux, donc c'est moins facile aujourd'hui d'organiser ce type de match dit fantôme, mais quand même ça montre qu'il y a des failles bien sûr dans la régulation et que les corrupteurs ont souvent un coup d'avance dans le sport comme dans d'autres secteurs par rapport aux policiers, aux gendarmes, qu'ils soient des gendarmes privés associatifs ou même des policiers officiels, des services de police et de justice de différents pays. J'imagine aussi qu'avec ces pratiques de corruption, on peut aussi avoir du blanchiment d'argent. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté dans vos recherches de blanchiment d'argent dans le sport? Justement, à travers les paris sportifs, c'est un des secteurs, bien sûr, où on peut avoir de la corruption liée aux rencontres sportives, mais c'est aussi un secteur, alors on n'est pas dans le secteur du sport en tant que tel, le pari sportif est un marché financier finalement avec des centaines de milliards d'euros qui sont misés chaque année sur l'ensemble de la planète, environ, parce qu'on n'a pas de chiffres très précis. Comme il y a un manque de régulation criant de ce secteur, il y a aussi de nombreux phénomènes de blanchiment d'argent que l'on suspecte, parce qu'il y a finalement très peu de cas d'enquête et de preuves, mais on suspecte que le blanchiment d'argent est réalisé de façon assez importante sur ce secteur des paris sportifs. Après, on voit aussi sur les quelques affaires qui ont pu aboutir à des procès dans les corruptions institutionnelles au sein du milieu sportif, on a vu par exemple que les dirigeants sportifs sont souvent des bénévoles, mais qui sont impliqués dans la politique locale. Et dans ce fameux cas de corruption dans l'athlétisme au niveau international, justement, ce clan présidentiel qui avait reçu de nombreux pots de vin, recyclait cet argent dans le financement de campagnes politiques au Sénégal, d'où venait le président de la fédération. Donc là aussi, on est dans un milieu transnational, on a beaucoup de ponts entre le sport, la politique, mais aussi des milieux économiques qui vont venir investir le sport, sponsoriser le sport. Voilà, il y a beaucoup de liens qui peuvent être faits, des liens d'argent financier, que ce soit du blanchiment ou de l'évasion fiscale, entre ces différents secteurs transnationaux qui sont peu surveillés, peu régulés. J'ajoute aussi que le milieu sportif est en soi un secteur où on peut avoir du blanchiment d'image, à savoir qu'il y a de nombreux investisseurs, par exemple des hommes d'affaires russes, par exemple, qui ont fait fortune dans les années 90 dans un contexte assez, on va dire, particulier, où là aussi la régulation était défaillante.
et qui ont ensuite amassé donc des sommes d'argent très importantes. Et pour se faire une nouvelle image, pour se donner la crédibilité qu'a un président de club de foot, par exemple, ils ont racheté des clubs comme à Londres, à Chelsea, des clubs comme à Monaco ou d'autres clubs en Europe pour se donner finalement une nouvelle image. Donc ça, c'est aussi une forme de blanchiment. On va dépenser de l'argent pour améliorer finalement son image, se donner une crédibilité, une nouvelle publicité positive, parce que finalement, quelqu'un qui possède un club de sport, c'est quelqu'un qui déjà accède à une très forte visibilité médiatique. C'est un poste où on peut facilement rencontrer des élus politiques, locaux bien sûr, mais aussi nationaux, quand on rachète un club phare d'un pays donné. Et donc ça vous donne accès aux médias, au public, mais aussi aux décideurs politiques et économiques. Donc le sport, c'est un secteur où vraiment vous êtes au carrefour de nombreux secteurs et en y investissant de l'argent, vous pouvez faciliter des activités économiques plus ou moins légales. Vous pouvez aussi blanchir de l'argent facilement parce que vous pouvez injecter de l'argent de façon très importante dans les clubs et dans les transferts également. Et aussi rendre les enquêtes plus difficiles parce que vous donnez une image publique positive à l'inverse de votre image précédente quand vous étiez un homme d'affaires dans un pays et un secteur économique où il y avait des problèmes de corruption récurrents. Voilà, il y a, je pense, de nombreuses facettes de la corruption et du blanchiment d'argent à travers le sport. Vous parliez du blanchiment dans les transferts, j'imagine que vous voulez dire les transferts de joueurs. Est-ce que c'est plutôt applicable au foot ou est-ce qu'on le voit aussi dans d'autres domaines sportifs? Et est-ce que ce blanchiment passe par de l'argent sale qu'on remet dans le circuit pour pouvoir financer le transfert des joueurs? Est-ce que vous auriez des éléments un peu sur la manière dont ça fonctionne? Oui, effectivement, on peut imaginer qu'un joueur de foot, par exemple, je parle du football ici, il n'y a pas que le football, mais comme le football attire beaucoup d'argent, les transferts dans le football, comme on le voit chaque mercato, représentent des sommes de plus en plus importantes, plus que dans d'autres disciplines. Et donc, un joueur de football va être un peu comme une œuvre d'art que l'on va pouvoir faire passer d'un club à l'autre, d'une juridiction à l'autre, avec des valeurs financières, hein, la valeur de ce joueur, qui est difficile à objectiver. Donc, vous pouvez tout d'un coup avoir un joueur qui va pas être très fort, même si c'est dur de dire qu'un tel joueur est fort, a fortiori dans un sport collectif. Et donc, injecter de l'argent dans ce transfert, surévaluer un joueur pour ensuite le revendre et avoir une récupération d'argent si les deux clubs sont complices, très facile. Et aussi, hein, c'est une typologie assez classique, hein, comme on peut avoir sur le marché de l'art, mais aussi de l'évasion fiscale. Si on réduit par exemple la masse salariale en réduisant le salaire d'un joueur, on peut aussi limiter les impôts payés par le club. Si par exemple on va payer un joueur plus en droit d'image qu'en salaire. Donc là aussi, on a des formes d'évasion fiscale qui peuvent être prévalentes dans le sport, et notamment dans le football, avec tant de transferts qui ont des montants assez irrationnels, avec des évolutions de montants assez irrationnels entre des joueurs eux-mêmes entre différentes saisons. Donc là, vraiment, il y a des formes de corruption et de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale qui sont documentées par le GAFI dans un rapport qui date de 2009, où il y a plusieurs typologies de blanchiment d'argent à travers le secteur du football, et notamment sur ces transferts entre clubs complices, où on va pouvoir avoir des surévaluations de joueurs et ensuite un retour via des transactions occultes. Donc on va avoir des retours de transferts et donc procéder à des techniques de blanchiment d'argent assez facilement parce que, encore une fois, il y a peu de contrôle sur ces transferts. On a eu de nombreux scandales ces dernières années de corruption, principalement dans le foot, mais aussi dans le rugby. À la suite de ces scandales, avez-vous constaté une prise de conscience du milieu du sport sur le risque de corruption? Est-ce qu'une culture de l'éthique s'est mise en place? Et dernière question, quels sont les progrès? Y a-t-il eu des progrès réalisés dans le domaine? Oui, alors il y a eu une véritable prise de conscience, même si je pense que cette prise de conscience a été réactive aux pressions médiatiques et politiques autour des institutions sportives qui ont forcé donc ces institutions à réagir. Les réactions sont assez classiques, je pense qu'elles correspondent un peu aux réformes qui avaient lieu dans les grandes entreprises multinationales à la fin des années 1990, où vous aviez, voilà, en premier lieu des codes d'éthique qui étaient créés, des lignes de lancement d'alerte. Vous aviez quelques régimes, pas de protection, mais voilà, pour favoriser les alertes au sein du sport. Vous avez aussi des services de détection d'intégrité spécifiques qui ont été créés dans des grandes fédérations sportives et aussi au Comité olympique international. Donc tout un arsenal de conformité, j'ai envie de dire, qui est aujourd'hui traditionnel dans le milieu économique et politique, mais qui a été appliqué
traduit dans le milieu sportif de façon un peu plus tardive et également réactive suite aux nombreux scandales. C'est quand même assez récent. Et globalement, d'après aussi mes recherches, je soupçonne aussi ces fédérations globalement d'avoir mis en œuvre ces différents arsenaux de mise en conformité, ces arsenaux éthiques, de façon assez symbolique, en tous les cas dans un premier temps, à savoir donc pour répondre à ces pressions et pas tellement pour aller enquêter de façon approfondie au niveau local, mais aussi au niveau des transactions internationales qui peuvent graviter autour du sport business en particulier. Donc je reste assez prudent sur ces progrès qui sont notables, mais voilà, sur les résultats, je pense malheureusement que ces fédérations, ces autorités, comme elles sont privées, comme elles sont finalement peu outillées pour détecter et lutter contre ces formes de corruption assez techniques, sophistiquées, transnationales, financiarisées, eh bien c'est assez complexe pour elles et même si elles voulaient résolument lutter contre ces formes de corruption, elles auraient des problèmes pour le réaliser, donc des problèmes de capacité également. C'est pas que des problèmes de volonté, j'ai envie de dire. C'est pour ça que je leur jette pas la pierre forcément. Mais après, ça va dépendre aussi de ces fédérations. On connaît très bien la FIFA qui a environ 1 milliard de chiffre d'affaires par an, 1 milliard d'euros. La majeure partie des fédérations ont très peu de budget. La Fédération internationale de ski, la Fédération internationale de gymnastique ou de boxe sont des associations qui n'ont que quelques employés et qui ont un budget vraiment restreint et qui sont juste finalement, je ne peux pas dire habilités, mais qui s'occupent d'organiser une compétition tous les 2-3 ans, d'être représentés aux Jeux Olympiques, de faire en sorte que les règles soient appliquées, mais qui n'ont pas vraiment les moyens pour aller vérifier que dans telle fédération nationale, dans tel continent, ou que tel club, finalement, respecte les règles anticorruption. Donc c'est assez complexe et on ne peut pas forcément leur jeter la pierre à ces fédérations parce qu'elles rencontrent vraiment des écueils importants. Et si les États, si des grandes entreprises ont du mal à détecter, à lutter contre ces formes de corruption, eh bien ça l'est encore plus pour ces petites associations qui n'ont pas été habituées à faire ce genre de travail. À moins d'un an de l'ouverture des JO 2024 à Paris, quelles recommandations feriez-vous au comité olympique pour veiller à l'éthique et l'intégrité de ces JO? Alors, le comité olympique international qui a la propriété des Jeux olympiques et qui a donné à la France et à la région francilienne le droit et à la mairie de Paris le droit d'organiser les Jeux olympiques d'été en 2024. Le CIO a donc un arsenal là aussi et fait attention parce que c'est bien que les scandales de corruption qui ont pu avoir lieu autour des derniers Jeux olympiques, que ce soit en 2016 à Rio, 2014 à Sochi, ou en 2020 à Tokyo ont été entachés par des problèmes de corruption et que ça mine aussi la crédibilité, la légitimité des Jeux olympiques et ça nuit finalement à l'objet olympique que le CIO cherche à vendre à des sponsors mais aussi au public qui va regarder et qui va indirectement financer les milliards de dollars de droits télé qui retombent dans la poche du CIO et du mouvement olympique international. Donc il y a beaucoup j'ai envie de dire, de travail de prévention qui est réalisé par le CIO et qui laisse la main à la France et à son cadre juridique, mais aussi ses institutions judiciaires pour détecter les formes de corruption. Il y a déjà eu, vous avez tous vu, je pense, des perquisitions, des plaintes qui ont été menées autour de la préparation des JO 2024 à Paris. Il y a quelques semaines, Jean-François Bonner, le procureur de la République financier qui dirige le PNF, le parquet national financier, a dit que les phénomènes de corruption qui étaient au cœur de ces différentes enquêtes autour de Paris 2024 étaient des phénomènes relativement isolés et ne représentent pas la corruption majeure à grande échelle. Mais il faut quand même rester prudent quand on a des contrats aussi importants qui sont brassés et qu'on a un événement qui est aussi important, qui est unique. Forcément, on est dans l'exceptionnalité et les acteurs économiques qui sont impliqués ne sont pas vraiment habitués à prévenir, à détecter ce genre de corruption. Donc il faut aussi être prudent sur les prochains mois. Ces Jeux olympiques qui vont avoir lieu donc très prochainement. Il peut y avoir d'autres rebondissements. Néanmoins, voilà, je pense qu'il est important de favoriser la transparence et la parole autour des préparations de ce type d'événements sportifs, et notamment donc, ces Jeux olympiques à Paris, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'omerta. Parce qu'il y a beaucoup d'intérêts financiers, économiques, politiques derrière l'accueil de ces Jeux pour la France, qui va accueillir la communauté internationale médiatique, sportive, mais aussi politique à Paris pendant quelques jours, sur quelques semaines. Il y a des intérêts très forts et il ne faudrait pas que l'enjeu médiatique et politique pour la France vienne empêcher toute révélation, toute enquête qui aurait lieu. Il faut se réjouir des premières enquêtes qui ont pu être menées parce que les différents scandales qui ont eu lieu par le passé
en fait, avait touché les Olympiades, les Jeux Olympiques d'été ou d'hiver, mais après coup. Et cette fois-ci, c'est nouveau. On a des perquisitions, on a des enquêtes qui sont menées a priori, donc avant même la tenue des Jeux. Donc il faut s'en féliciter. Je pense encore une fois que la France a un arsenal juridique et des compétences judiciaires relativement, j'insiste sur le relativement, performantes par rapport à d'autres contextes nationaux. Mais il faut bien sûr rester prudent parce qu'on est dans le cadre d'un événement exceptionnel par définition, qui est l'événement humain peut-être le plus important, le plus difficile à organiser, avec des contrats industriels et des budgets très importants au niveau des constructions, mais aussi au niveau de l'audiovisuel, des contrats télé, des contrats sur les droits au niveau d'Internet. Il faut rester prudent et il peut y avoir des rebondissements jusqu'à la fin et même après les Jeux, comme on a pu le voir sur les dernières Olympiades de ces dernières années, finalement, ces dernières décennies. Bien, merci beaucoup, c'était passionnant. J'ai appris plein de choses sur le lien entre corruption et sport. Je le savais pour le foot, j'avais bien entendu parler des différentes affaires, mais de voir aussi que c'est pas propre au foot et qu'on peut retrouver ça dans d'autres domaines. D'alerter aussi le public, de prendre conscience des risques qu'il peut y avoir dans le sport et qu'il faut être attentif à ça, c'était très clair. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous au podcast et surtout partagez-le avec vos amis, votre famille, vos collègues. Et si vous pouviez me laisser un avis 5 étoiles, que ce soit sur Apple Podcast ou sur Spotify, cela permettra à d'autres de découvrir le podcast et de nous rejoindre au pays des possibles. Si vous souhaitez me contacter ou si vous voulez me suggérer des invités, n'hésitez pas, envoyez-moi un email, l'adresse est indiquée dans la description de l'épisode. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.